mais nous sommes toujours là parce que le sport a toujours sa place sur Canal 2 International avec nos 4 invités du soir. On va revenir sur l'actualité de ce jeudi. Il y a quelques minutes, Samuel Eto'o s'est exprimé, on reviendra également dessus, mais on ne va pas oublier, nonobstant les performances des Lions et des Lionnes en milieu de semaine. On va également revenir sur cette affaire ou les affaires Astre, PWD, New Star de Douala de cet été s'entête-t-il à poursuivre ce championnat? Réponse avec nos 4 experts ce soir. Je commence par le premier invité. Il se nomme Pinon Ongwa, observateur très averti de la scène sportive. Bonsoir Pinon. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui, je le sais, restent scotchés parce qu'ils savent qu'il y avait ce rendez-vous. Vous êtes là pour la première fois dans Question de sport. Un mot sur ce programme? Oui, vous savez, c'est un programme qu'on suit. On vous fait souvent des retours. Donc, j'espère que je serai à la hauteur. C'est une autre façon de voir les choses. J'espère que ma présence ici ne va pas vous créer quelques années. Vous savez que ne vous inquiétez pas. Il y a quelques personnes qui me traquent depuis quelque temps dans la République. Mais écoutez, le pays doit rester debout et on va contribuer tant qu'on peut. Chacun d'entre nous a ses vérités à dire. Vous avez dit tout à l'heure que Samuel Eto'o a dit des choses. Ce sont ses vérités. Il est possible que j'en dise d'autres qui sont aussi mes vérités. Moi, je crois qu'on ne doit pas se combattre parce que nous disons des vérités qui ne sont pas différentes. Maintenant, c'est au public d'être intelligent et de savoir lire. On a 90 minutes pour ça oui, avec vous. Bienvenue à Question de sport. Merci. Autre invité ce soir, c'est un journaliste de sport qui apprend les stades de foot, championnat camerounais masculin, championnat féminin. Lui, c'est Hugo Bossoken qui travaille pour la Minute.com. Minute Info, pour être précis, et mysoccer.com pour ceux qui suivent le championnat camerounais. Tous les détails, c'est sur ce site. Bonsoir, Hugo. Oui, bonsoir, Marc Chamou, et bonsoir, Pinon Ongwa, et bonsoir aussi aux autres panélistes que vous allez présenter. Bonsoir aussi à tous vos téléspectateurs de Questions du sport. D'accord. Bienvenue à Question de Merci. sport. Troisième invité, il est président de club. On parlera justement de ce comité technique transitoire avec ce championnat en cours alors qu'il y a des affaires pendantes et des décisions déjà connues. Lui, il est président de club. Il s'agit de Norbert Nia, président de Fauve Azur. Bonsoir, président. Merci, bonsoir. Bonsoir également à tous les panélistes. Et surtout, je ne manquerai pas de dire bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2 International. Ouais, on l'a plus connu lorsqu'il était directeur général de la Panthère Sportive du Ndé. Peut-être les supporters de Panthère vous passez également le bonsoir ce soir, ils vous suivent. Dernier invité, Sylvain Kwambi, habitué de ce programme. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Marc, bonsoir à tout le panel ainsi qu'à vos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes journaliste reporter d'images pour le site pressport.com et d'autres plateformes également. On va entrer sans plus tarder dans le premier thème de ce soir. Monsieur, ce sera un crime de lèse-majesté de ne pas réagir, de ne pas analyser, revenir sur cette sortie de Samuel Eto'o en 90 minutes tout à l'heure. Il est revenu sur pas mal de dossiers, sur le football camerounais, sur sa personne un peu plus. Je vais aller tour à tour. On a à peu près une quinzaine de minutes sur cette sortie-là parce que ce n'est pas le cœur du débat ce soir. Il commence par Pinon qui brûle d'impatience. Pinon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette sortie de Samuel Eto'o en une minute? Bon, je dois vous avouer que jusqu'à la fin de je ne sais pas comment on va appeler ça, peut-être un public, peut-être, je ne sais pas vraiment comment on va appeler ça, mais en tout cas à la fin, je dois vous avouer que je ne sais pas ce qu'il voulait dire, quel était le problème qu'il veut résoudre, parce que quand vous communiquez, il y a quelque chose, mais parce que je suis futé, j'ai l'impression qu'il est très fâché, parce que son fils n'a pas été sélectionné, donc c'est un sujet qui n'est pas venu plusieurs fois. Oui, Fabrice. Étienne. Ah, Étienne. Oui. Donc, c'est un sujet qui n'est pas venu plusieurs fois, mais chaque fois qu'on évoquait ça, vous sentiez vraiment de la colère. Et ça, c'est légitime. C'est-à-dire que venant d'un parent qui estime que son fils a été frustré, je crois que c'est pour ça qu'il voulait parler. Mais il aurait pu organiser le plateau de telle sorte qu'on parle de ça
et qu'il explique comment il voit ça, comment on peut améliorer. Mais j'ai l'impression que lui-même, il n'a pas bien précisé sa pensée sur la question. Parce qu'à un moment, il a dit que c'est plutôt Libye Thomas qui devait écrire au président pour lui dire qu'il fallait changer le décret et tout. Mais non. Que chacun fasse son travail, que lui parle, mais qu'il laisse Libye Thomas faire son travail. Selon vous, qui devait faire son travail dans cette affaire? Ce n'est pas, il faut comprendre que ce n'est pas le problème de Libye Thomas. Ça, c'est mon avis, vraiment humblement. Ce n'est pas le problème de l'entraîneur qui est dans un cadre réglementaire et qui veut simplement le respecter. C'est un problème qui nous concerne nous tous. Parce que le président de la République, c'est notre président que nous avons élu. Donc, s'il prend des décisions qui ne sont pas conformes aux besoins de l'ensemble, ce n'est pas un individu de se lever pour le dire. Encore, qui est Libye Thomas? J'ai senti qu'il y avait beaucoup de... Vraiment, permettez-moi de dire ça comme j'ai senti, hein, qu'il y avait beaucoup de haine, beaucoup de récrimination. Beaucoup. Et qui s'est beaucoup retenu vis-à-vis du ministre des Sports. Oui, je l'ai aussi senti comme ça. Et ça peut aussi s'expliquer par d'autres choses que les gens du monde du sport peuvent comprendre. Moi, je dis, si c'était un conseil, j'ai pas envie de beaucoup parler de ce qu'il vient de faire là, mais s'il y a un conseil que je peux lui donner, c'est que il faut savoir que la retraite, ce n'est pas facile. Et quand vous êtes en activité, il y a des attitudes que vous pouvez avoir, mais quand vous êtes retraité, ça devient compliqué. Parce que lui, il a fini de parler aujourd'hui. Mais il va laisser la place à ceux qui peuvent parler tous les jours. Mais quand il était en activité, il était capable de faire une interview chaque semaine, ou bien 2 fois par semaine. Donc là, maintenant, il va faire comment? Il va venir habiter ici pour souvent appeler les Lucrèce Medoun, Djamba, et les députés à Tongo pour venir lui faire... Et le gars qui modérait là, il s'appelait encore comment? Valérie Dikoso. Les Valérie Dikoso. Il va faire comment pour s'en sortir avec ça? Donc, je crois que parce qu'il est retraité, il doit adopter les habitudes d'un retraité. Et je crois qu'il a quelques aînés chez qui il peut prendre conseil. Parce qu'il est retraité, ça veut dire qu'il est déjà un adulte, il est déjà un monsieur. Parce qu'il est un monsieur, il ne doit pas parler n'importe comment. Donc, même sur le cas de son enfant, je crois qu'il pouvait gérer ça. Donc, pour vous, le timing n'était pas bon? Oui, je crois. Bien, le but, il n'y a pas c'est pour ça que je dis qu'après avoir écouté, s'il était venu avec un message clair, supposons, hein, parce qu'il a dit beaucoup de choses il n'aurait pas dû dire. Il a parlé des joueurs qui sont encore en activité. Il les a jugés. Oui, il a dit que c'est des gens qui n'ont rien compris. Moi, j'ai bien suivi ça. Il a dit qu'ils sont partis pour contester les primes qui sont données par l'État et que lui, parce que lui, il avait tout compris, il avait su là où il y a l'argent, c'est lui qui avait compris. Mais on ne fait pas ça. Parce que les autres sont encore en activité. Donc, nous, on a besoin d'eux. Parce qu'il aime le Cameroun, comme il le dit, et vraiment, je n'en doute pas. Je sais qu'il fait tout ça parce qu'il veut que ça tourne bien. Mais je dis, ceux qui sont ses conseillers en communication, je crois qu'il doit diminuer quelque chose dans leur salaire parce qu'ils ne l'ont pas aidé dans ce coup-ci. Il aurait d'ailleurs, honnêtement, s'il voulait s'ouvrir, s'il voulait parler sans veto, je crois qu'il aurait dû appeler quand même dans son panel là, quelqu'un qui sait de quoi on parle. Parce qu'on a bien vu que même si les gars étaient coachés au téléphone, on a vu qu'ils étaient coachés au téléphone, ils n'avaient pas la réplique nécessaire quand il le fallait. Mais si c'était vous, il y a des éléments sur... Il a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies, que vous et moi, quand il disait ça, on disait tout de suite que non, il n'a pas dit ce qu'il aurait dû dire. Donc, il aurait pu avoir quand même un membre de la presse sportive qui le relance de temps en temps pour permettre aux auditeurs, aux téléspectateurs de bien suivre. Mais vraiment, qu'on me comprenne bien, Samuel Eto'o, c'était un bon joueur. C'était même pas un bon joueur. Il n'était même pas excellent. Lui, mais il a bien dit ce qu'il était. Il était un grand joueur. Quand il le dit, il ne ment pas. Il était même un très grand joueur. Mais maintenant, entre le grand joueur et ce qu'il dit qu'il rentre faire à l'école là, il y a un pas il doit aller un peu doucement. J'ai été très fier aujourd'hui parce qu'il est revenu sur un petit truc. Il dit des choses en passant, mais pour moi, je retiens ça. Il a dit qu'il rentre à l'école. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Oui. Il a dit qu'il rentre à l'école. C'est très important. Vous savez que dans une interview, il y a moins d'un mois, il a dit qu'il est plus facile d'être médecin que d'être footballeur. Je suis tombé sur lui pour lui dire qu'il ment. Parce qu'il est très difficile d'être médecin. Maintenant, il comprend que c'était facile d'être footballeur, mais il est plus difficile d'être ce qu'il veut être. Donc, c'est bien. Le message que la jeunesse camerounaise doit retenir de ce qu'il a dit, c'est qu'il faut aller à l'école. Même si vous voulez jouer au foot, allez à l'école. C'est très important. Alors, Sylvain Kwambi, vous souhaitez réagir également sur cette nouvelle sortie de Samuel Eto'o. Est-ce que vous avez senti qu'il avait réellement un message à faire passer ou bien que c'était juste... qu'on le voit une nouvelle fois? Bon,
Déjà sur l'opportunité, honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a véritablement organisé cette interview. Je ne sais pas si c'était une autre forme de grand dialogue national, parce qu'on a quand même vu le nombre de médias qui étaient invités, même si il a essayé de se justifier sur pourquoi d'autres médias n'étaient pas. On a bien compris où se trouvaient le jeu et les enjeux. Maintenant, on a remarqué que c'était une sortie de communication teintée de règlement de compte et aussi question de présenter un peu quelques frustrations ou alors se libérer de quelques frustrations parce que mine de rien... N'était-ce pas légitime ces frustrations de présenter? C'est légitime, mais lorsque vous voulez faire... C'est pour ça que je dis, il fallait bien qu'on nous dise à la fin de quoi il s'agissait parce que on a bien vu qu'il voulait parler du lancement de sa nouvelle société de paris sportifs. Ouais. Il a dit qu'il accompagnait des jeunes, voilà. Qu'il a prêté son image. Et après, ça c'est ce qu'il a dit. C'est pour ça que je rejoins Pinon quand il dit que on aurait dû, dans le casting, bon, le casting était fait à dessein, on comprend bien que lorsque vous avez en face de vous des gens qui ne maîtrisent pas votre parcours, c'est normal qu'ils ne parviennent pas à vous recadrer dans votre propre contexte et que vous passez le temps à divaguer pour essayer de distraire un peu les gens. Donc, voilà. Donc, je disais, on a bien vu qu'il voulait lancer sa société, mais on n'a pas trop compris. Est-ce que c'est véritablement la société qu'il voulait présenter? Est-ce que c'est plutôt ses frustrations qu'il voulait ressortir? Est-ce que c'est les règlements de compte qu'il voulait? Donc, dans ce mélange-là, à un moment, on était un peu perdu. Et puis, justement, ça déteint sur la personne et la personnalité qu'est Samuel Eto'o. On va beau dire qu'on n'aime pas accompagner ou on ne veut pas, qu'est-ce que je vais dire, respecter à sa juste valeur ces icônes-là. Mais malheureusement, son entourage, son team communication, du moins, je ne sais pas qui s'occupe de son marketing et de sa communication, mais on a bien l'impression qu'il ne l'aide pas beaucoup. Parce que lorsque vous faites une sortie comme celle que vous venez de faire, où vous attaquez pratiquement à tout le monde, c'est-à-dire vous vous contredisez en disant que ce sont des personnes qui vous ont marqué, ce sont des personnes que vous respectez, et en même temps vous êtes en train de les insulter, de les traiter d'idiots, parce que quand il dit personne n'a rien compris, donc lui seul a tout compris. Alors, vous ne pouvez donc pas venir à Mondovision dire que c'est tout le monde qui a tort et vous n'avez jamais de problème. Et puis, il y a des questions sur lesquelles on leur a attendu. On a bien vu que dans sa démarche, il a bien démontré que non seulement il méprise la presse, parce qu'on se sera attendu qu'on soulève les sujets sur lesquels il s'est attaqué vertement à la presse, où il est même allé de manière frontale à la presse, et qu'il nous dise exactement quelle est la considération qu'il accorde à la presse sportive camerounaise. Oh, la presse tout entière, camerounaise. Non, pas de la presse sportive particulièrement, parce que c'est un sportif, et vous voyez que dans son casting, il montre bien qu'il s'en fout pratiquement de la presse sportive camerounaise. Dans le casting de sa communication, je ne sais pas si c'était une communication ou des règlements de compte, on voit bien qu'il n'a pas fait le casting qu'il fallait, peut-être parce qu'il a peur de ce que, une fois lancé, des véritables questions devaient arriver sur ceux qui maîtrisent et qui ont connu son parcours. Maintenant, sur le cas de Libye Thomas, justement, j'ai été quand même sidéré. C'est-à-dire que quelqu'un comme Samuel Eto'o verse dans ce type de déclaration. Vous pouvez être fâché, vous pouvez avoir un ressenti au plus profond de vous, mais il y a des manières de dire. Vous ne pouvez pas venir à Mondovision traiter Libye Thomas de tout ce que vous avez traité. Libye Thomas, comme Pinon l'a dit, ce n'est pas lui qui a écrit le décret, ce n'est pas lui qui a promulgué ce décret, ce n'est pas lui qui a demandé qu'on fasse ceci ou cela. Il a simplement interpellé sa hiérarchie et dit « qu'est-ce que je fais ?» Et maintenant, il a bien fait de rappeler qu'il a été jeune. Et c'est parce qu'il a été jeune qu'on lui a donné sa chance. Donc, le débat qu'il a voulu laisser croire, c'est que son enfant à lui, et c'est pour ça que je dis, c'est pas qu'il accompagne véritablement. C'est contre sa personne. Il a donné l'impression que son enfant et peut-être les autres de Tchato et consorts, il n'y a qu'eux qui pouvaient être. Mais ce qu'on oublie de dire, si on veut véritablement, parce que s'il veut convoquer le côté social, il aurait aussi dû dire que les 6 enfants qu'on mettait de côté, qui sortent des quartiers extrêmement difficiles,
dont on ne sait pas comment est-ce que les parents font pour permettre à ces enfants d'avoir ne serait-ce qu'une godasse. Parce que lui, il a connu ce système. Et on lui a permis, en lui donnant la chance, de sortir de là et de devenir le Samuel Eto'o. Alors, quand tu vas prendre des enfants, j'ai rien contre ces enfants. Honnêtement, ils pourront grandir, choisir de jouer pour le Cameroun. À partir des juniors, c'est ouvert. Pour d'autres nationalités. Mais autant on veut convoquer le côté social de ces enfants-là, qui bénéficient déjà de toutes les conditions parce que leurs parents ont réussi. Il fallait aussi qu'on pense à ces enfants qu'on a enlevés, qui se sont battus pour gagner une Coupe d'Afrique et espérer aller en Coupe du Monde pour peut-être davantage vendre les talents. Donc ces 6 enfants qu'on aurait privés de cette Coupe du Monde, pourtant ils ont bataillé dur pour cette qualification, qu'est-ce qu'ils seront devenus? Donc c'est pour ça que je dis, il faut bien qu'on fasse attention dans ce jeu de mots. On comprend bien qu'il venait parler de ses problèmes personnels que de parler du football camerounais qu'il prétend véritablement aimer. Alors, Norbenia, vous êtes président de club, vous avez dirigé votre formation Fovazu quand elle était encore dans les divisions inférieures dans la région du centre. Vous avez fait avec des jeunes. Et quand vous suivez le parcours de ces Lions U17 avec ce décret qui était depuis 2014 instauré pour protéger la formation locale U15 et U17, quelle est la lecture que vous faites quand vous faites une comparaison avec cette sortie de Samuel Eto'o sur le cas de son fils et des autres qui ont été recalés par, comme dit-il, par Thomas Libi, qui n'avait pas à se mêler de ce problème-là? Non, vous savez, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a été très brillant. C'est quelqu'un que nous avons adulé. C'est quelqu'un qui nous a donné beaucoup de sourires, avec les Lions indomptables, avec les différents clubs professionnels qu'il a eu à fréquenter. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il a pris sa retraite professionnelle, footballistique, et il est en train de se recentrer maintenant dans la vie civile, comme nous autres. Bon, il a fait une sortie aujourd'hui dans le cadre de cette émission, et tout sans veto, si j'ai bonne mémoire. Oui. Bon, et par rapport donc à votre question, il faut quand même retenir d'abord une chose. Comme le disait un philosophe, toute loi, aussi mauvaise soit-elle, tant qu'elle n'est pas abrogée, ça doit être appliqué. Donc on doit respecter cette loi-là. Et quitte à ce que ça fasse mal à qui que ce soit. La loi n'est pas discriminatoire. Donc la posture de Thomas Libi, moi à sa place j'aurais fait exactement la même chose. Il fallait respecter la loi. Bon, maintenant, lorsque, après coup, on se rend compte que peut-être cette loi n'est plus d'actualité, on se réfère à qui de droit. C'est-à-dire, il y a les partis politiques, il y a le gouvernement qui font des propositions de loi. Qui peuvent, l'Assemblée nationale. Oui, à l'Assemblée nationale, qui peuvent abroger les textes qui ne sont plus d'actualité et ouvrir les nouvelles portes pour que, et qui ne seront applicables que dans le futur, parce que les lois ne sont pas rétroactives. Vous voyez. Donc pour moi, l'intérêt de la présence de Samuel Eto'o par rapport à ce sujet-là, c'est au moins de rappeler aux Camerounais qu'il faut rester légaliste. Les lois doivent être respectées. Maintenant, si ça fait mal, il faut comprendre que ça peut faire mal et attendre la prochaine fois quand la loi sera changée. D'accord. Hugo Bossequin, est-ce que, restant justement dans le cas de ce dossier de Etienne Eto'o, on a senti, en tant que père, et Pinon l'a dit, c'est légitime d'être fâché, on sentait cette frustration-là, mais compte tenu de la réaction du président Norbenia sur être légaliste et autres, on se dit quand même que Samuel s'est dirigé contre la mauvaise personne. Est-ce qu'il n'aurait pas dû demander les comptes au président de la fédération, qui aurait dû, en principe, anticiper et faire monter cette doléance au ministère des Sports, qui allait ensuite faire passer cette démarche, ce souhait à qui de droit? Parce qu'on avait justement vu une correspondante du ministre des Sports qui avait demandé à ce que cela soit fait dans les délais et qu'il était trop tard pour pouvoir passer outre ce décret de 2014. Exactement, c'est sur ce cas que j'ai pu détecter l'objectif de cette interview vérité. Parce qu'en réalité, c'est une interview vérité.
Enfin, c'est une interview qui se voulait être une vérité. Oui. Parce que le titre dit tout, hein, Eto'o sans veto, ça veut dire qu'il se dévoile sans faire une censure. Et maintenant, il y a beaucoup de censure. il y a beaucoup d'autocensure. Il faut préciser, il y a beaucoup d'autocensure. Il s'est tellement autocensuré là, durant ces 90 minutes. J'ai pu détecter dans ces 90 minutes les deux moments où il a voulu atteindre ses objectifs. D'abord, vers la 23e minute, 25e minute, puisque nous sommes dans un match de football. Ah oui, c'est clair. Et où il est carrément entré dans la communication de son entreprise de Beto. Ça, c'était le premier objectif. L'objectif numéro 2, c'est à ce moment où il parlait justement de son fils. C'était la stratégie de la victimisation. Parce que vous savez, depuis que Samuel Eto'o est présenté comme l'empêcheur, comme le parent du combat d'un certain Abdourahmane, parce que c'est comme ça qu'il a été présenté dans l'imagerie populaire. Donc il est le prédateur du football camerounais, ça veut dire que c'est l'homme qui a fait tomber le tout-puissant président de la Fédération camerounaise de football, Iya Mohamed. C'est lui qui a fait tomber. Il prend toujours la nouvelle aujourd'hui. Oui, c'est lui qui a fait chuter le successeur de Iya Mohamed, Tombiaoko. C'est comme ça qu'il est perçu dans l'imagerie populaire. Et ensuite, on lui a confié le football de manière officieusement, on lui a confié la gestion du football en passant par ses suppôts, c'est-à-dire Maître Api, c'est-à-dire plus l'actuel président. Et si vous avez remarqué bien comment est-ce qu'il a cité le nom de l'actuel président durant ces 90 minutes, il a cité son nom pratiquement 7 à 9 fois et il n'a jamais prononcé la fonction du président de l'Afrique. Il disait tout c'est par le petit nom, c'est-à-dire quoi? Ça démontre à quel point la proximité entre les individus. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une certaine proximité. Ça démontre à quel point il y a quelque chose d'affectif entre les deux. Oui. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que, si on peut faire un dessin, on peut y démontrer à quel point il y a un rapprochement entre les deux personnes. Et c'est là, lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a réagi, lorsqu'il a dit que en réalité l'objectif de l'imitement, c'était justement, lorsqu'il a dit que les 4 autres joueurs ont payé le prix à cause de son fils. Bref, cette phrase a été savamment travaillée par son équipe de communication pour qu'il soit maintenant perçu comme une victime. En réalité, Eto'o veut paraître comme une victime désormais dans l'image populaire pour donner l'impression qu'il n'est pas le prédateur qu'on pense. Donc c'est comme ça que j'ai... Il a à Mondo Vision que la Fédération camerounaise de football, dont son protégé à la tête, n'a pas de championnat jeune. Oui, et lorsqu'il le dit aussi, justement... Ça, il a aussi dit Papa Happy. Donc, en plus, il a prononcé Papa Happy. Justement, il a prononcé Papa Happy et il a un peu tourné en dérison un peu le seul journaliste de sport de ce panel qui comprenait pas à peu près qu'il s'agit. Mais malheureusement, comme dit le seul journaliste de sport, à un moment donné, depuis quelques années, il est un peu déconnecté du sport parce qu'il fait beaucoup plus dans les débats politiques depuis un moment. Et en plus, même quand il faisait même le sport, il était beaucoup plus dans le basket. Ça faisait en sorte qu'il y a certaines questions. Il a essayé de le piéger sur un cas où il lui posait la question. Il y a combien de joueurs de l'agence Utopia qui sont actuellement dans l'équipe nationale? Bon, j'étais surpris du silence de Djibita Tongo. Bon, si moi j'étais à sa place, j'allais lui... Citer des noms? Non, j'avais une réplique que je pourrais lui donner et je suis sûr qu'il allait rester Baba. Ça, je suis sûr. Et j'ai même partagé cela lorsque je suivais l'émission en coulisses avec Pinon en bas. Je lui ai dit que si j'étais là, moi j'allais lui dire que non, l'agence Utopia, les joueurs de l'agence Utopia ne sont pas encore sociétaires, n'ont pas encore l'âge pour être dans l'équipe nationale senior. Par contre, ceux qui sont là sont dans les catégories inférieures. Donc, ça dit que moi, quand je suivais cela, donc pour me résumer, je dis bien que Samuel Eto'o veut se donner l'image d'une victime à partir de demain matin, vers 8h. C'est ce qu'il souhaite voir dans la presse, même dans l'opinion. D'accord, on va fermer cette parenthèse rapidement. Oui, juste pour dire que, je dis, on ne parle pas comme ça. Il ne faut pas beaucoup parler. Quand vous atteignez un certain niveau, ne parlez pas en désordre. Il a dit beaucoup de choses graves. Je vous prends un autre exemple. Il a dit qu'il a été envoyé par le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez dans le dossier de la CAN 2019. Il a été envoyé par le gouvernement. Le journaliste l'a relancé pour dire le ministre des Sports, il a dit qu'il ne travaille pas pour les ministres des Sports. Le ministre des Sports, ce n'est pas le gouvernement. Donc, quand vous êtes au niveau de Samuel Eto'o et que vous ne savez pas que quand même dans le domaine du sport, c'est le ministre du Sport qui est le représentant du gouvernement. Même si vous êtes mandaté par un ami ou quelqu'un qui croit que vous pouvez être un facilitateur, vous ne venez pas à la télé. Je ne sais pas si vous comprenez. Le problème, ce n'est pas qu'il ait été envoyé par quelqu'un de supérieur au ministre. Le problème, c'est qu'il vienne le dire à la télé.
ça veut dire qu'il y a des dysfonctionnements à l'intérieur du gouvernement qui font que le ministère des Sports se sente à l'étroit dans le domaine qui est... C'est pour ça que je dis, il n'avait pas à parler. Je ne sais pas ce qu'il voulait démontrer à tout prix, mais on ne parle pas comme ça. Je ne peux pas être son conseiller en communication. Je crois qu'il a de vrais conseillers qu'il paye d'ailleurs certainement très cher, mais il faut que les gens fassent leur travail. Il faut que les gens apprennent à faire leur travail pour protéger nos stars. On a besoin d'un Samuel Eto'o qui sorte du football et qui soit quelqu'un d'autre. Mais maintenant, on a l'impression que tout le monde le combat. Lui-même, il a fait les démonstrations de tout le monde qui lui en veut, tout le monde le combat et tout. Mais les bonnes questions, c'est pourquoi est-ce que tout le monde m'en veut, pourquoi tout le monde me combat? Et c'est ce que les experts qui sont autour de lui doivent décrypter pour lui dire exactement ce qu'il doit faire, pourquoi on ne le combatte plus. Il ne va pas s'en sortir si tout le monde lui en veut. Merci Pinon. J'aurais quand même bien aimé que Samuel réagisse à l'absence criade d'anciens footballeurs ou d'anciens sportifs dans les commissions pour le CHAN et la CAN 2021 à venir. Bon, lui-même il n'y est pas, donc il ne peut pas s'en plaindre. D'accord, mais ça va, on fait cette parenthèse et débriefer les 2 rencontres internationales. Sans oublier que les Lions U23 ont été sortis de la compétition, on y reviendra. On commence d'abord par les Lions, juste après cette courte transition. Alors monsieur, la Côte d'Ivoire est passée à la trappe. C'était donc mardi dernier, au côté du stade Sport Amadou Ahidjo. Nous sommes bien sûr toujours à Yaoundé. Victoire du Cameroun, 2-1, qui se qualifie pour le 5e et dernier tour. On va regarder certainement quelques actions de cette rencontre-là entre les Lions et la Côte d'Ivoire. Je commence par Pinomba. Vous avez regardé cette rencontre-là entre les Lions et les Ivoiriennes. Au-delà du résultat, qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette affiche, ce match décisif pour ce 5e tour-là? Bon, écoutez, Marc, moi, je me bats pour être cohérent, de dire des choses que je peux redire demain. Cette équipe-là est une équipe en reconstruction. Donc, parce qu'elle est une équipe en reconstruction, il y a des choses qu'on ne peut pas attendre d'elle. Surtout quand on est dans des phases aussi critiques. Il faut gagner pour se qualifier. Donc, ce n'était pas facile pour ces jeunes filles. Donc, du point de vue du jeu, certainement, il y a des choses. C'est-à-dire, c'est le genre de coach qui fait ce qu'il doit faire. Ce que je crois qu'un coach doit faire, c'est qualifier son équipe, c'est-à-dire user de tout ce qui est possible pour atteindre l'objectif. D'ailleurs, j'ai commencé par là. Il n'avait pas le choix sur la manière. Le problème, c'est qu'il fallait qualifier l'équipe. Parce que quand vous voyez les jeunes qui ont joué hier, vous comprenez qu'il est en train de faire une mutation profonde de son effectif. Et en faisant cette mutation, en même temps, c'est-à-dire, quelqu'un disait souvent ça, qu'on construit le pont en le traversant. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il est en train de faire la mutation, il a une obligation de résultat. Et il réussit à nous faire ces résultats. Je le dis pourquoi? Parce que quand il va tomber, on va dire qu'il est déjà tombé. Mais il faut déjà savoir d'où il est parti. Vous savez que ce monsieur-là, il a réussi à nous qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du Monde de football féminin, alors que tout le monde avait déjà imaginé le scénario catastrophe. Donc c'est un type qui a géré sa compétition. Il a perdu les 2 premiers matchs dignement. Il a mis une stratégie telle que son équipe peut-être perdre, mais perdre dignement, de telle sorte qu'on puisse jouer un coup à la dernière journée. Il a réussi à jouer ce coup. Les gens ne l'ont même pas salué. Au contraire, quand il revient de là, on dit qu'il faut le débarquer. Ce monsieur-là, il réussit à nous qualifier. Vous savez ce qui s'est passé avec la RDC. C'était dans les mêmes conditions. Et vous allez remarquer que son équipe marque toujours le but décisif dans les 5 dernières minutes, c'est-à-dire au moment où l'adversaire ne peut pas valablement réagir. Donc pour moi, c'est le type de coach qu'il nous faut. On n'a pas, je crois, je ne sais pas ce que vous allez penser de Conseil Sao, mais nous on a un entraîneur il a un problème. Il a un problème, c'est qu'il est camerounais. Et tout le dit souvent ailleurs, et je crois qu'il a aussi essayé de le dire aujourd'hui. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi les Camerounais n'aiment pas soutenir, n'aiment même pas observer leur frère. C'est-à-dire que quand on a un frère en action, on ne le regarde même pas avec le recul nécessaire qui impose que quand ça va, qu'on dise que ça va, et quand ça ne va pas, qu'on dise que ça ne va pas. Donc pour moi, Alain Jeffa,
effectivement le coach qu'il faut à cette équipe-là, parce qu'il sait jongler avec les mutations internes au sein de l'équipe et en même temps avec notre exigence des résultats. Donc moi je crois que c'est une équipe qu'il faut encourager. Il faut encourager ces jeunes filles qui ont montré hier qu'elles avaient beaucoup d'envie. Elles n'ont pas joué sur d'autres qualités que l'envie de mon point de vue. D'accord. Donc c'était très intéressant. Sylvain Kwabie, est-ce que Alain Diouf ne subit pas des critiques parce qu'on a été habitué à mieux avant son arrivée dans cette équipe? Lui qui est justement en train de faire des résultats et dont on ne retient que des résultats pour l'instant. Bon, je commencerai par dire qu'il n'est jamais trop tard. Je le dis parce que Alain Diouf, que cette méthode soit critiquée ou pas, il a enfin fait ce qu'on voulait qu'un coach fasse. On ne peut pas avoir longtemps appelé au renouvellement et qu'il reste sourd. Encore qu'on voyait bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui ne donnaient plus satisfaction. Et quand les éléments ne donnent plus satisfaction, il faut essayer. Et je ne sais pas pourquoi il avait peur d'oser. C'est-à-dire, moi j'ai vu beaucoup de gens critiquer. Donc vous pensez qu'actuellement il a pris ses responsabilités maintenant par rapport à avant? Oui, maintenant il a pris ses responsabilités. Par rapport à avant, je le dis, c'est une équipe que je suis. Depuis plusieurs années maintenant. Je dis maintenant, il a pris ses responsabilités et à ce moment, je peux enfin dire bravo, Diouf. Par contre, le gros risque qu'il prend est curieusement critiqué. Parce que les gens sont beaucoup plus friands de résultats. Moi, je dis, si on veut bâtir, il faut qu'on arrête d'être friand de résultats. On ne peut pas être dans un contexte où le football féminin a des difficultés à se jouer. J'espère que la ligue qui a été mise en place va bientôt imprégner sa marque, je l'espère. Mais quand on est dans un contexte comme celui-là, il faut engager des chantiers en prenant de gros risques. Et le gros risque, Alain Diouf l'a fait. Je vous prends un exemple simple. Pendant plus de 5 ans, voire une dizaine d'années maintenant, on nous a fait croire qu'au Cameroun, il n'y a plus de gardiens de but. Je ne prends que par exemple cet aspect. On nous a fait croire qu'au Cameroun, il n'y avait plus de gardien de but. Donc que si celle qui avait le titre foncier, c'est pas pour balayer d'un revers de la main, c'est pas pour balayer d'un revers de la main tout ce qu'elle a apporté à cette équipe nationale, mais on nous a laissé croire à un moment, et c'était le ressenti populaire, que en dehors d'elle, le jour où elle devait décider de prendre sa retraite internationale, malheureusement, je pense que ce poste-là devait rester vacant. La première satisfaction, moi j'étais au stade, la première satisfaction du public, ce n'était pas le fait d'avoir gagné. C'était le fait d'avoir vu l'espoir, c'est-à-dire des jeunes sur qui on peut compter sur le long terme. En fait, c'est dans ce sens-là. Quand moi j'ai vu la liste du 11, c'est ce que moi je regardais. Le comportement de ces jeunes. Est-ce qu'en ces jeunes sur qui Alain Diouf a décidé d'oser, de risquer, on peut avoir une lueur d'espoir pour l'avenir. Parce que la génération qui s'en va là, malheureusement, elle a donné tout ce qu'elle a pu donner. On attendait un titre de cette belle génération, mais on n'a pas pu. Et ce n'est pas demain qu'on aura finalement un titre avec cette génération qui est partie. Maintenant, on peut se battre avec quelques cadres qui ont encore beaucoup d'expérience et qui puissent transmettre cela aux jeunes. C'est préparer donc ces jeunes-là. Or, Alain Diouf aurait dû le faire depuis. Si on va à la Coupe du Monde, ce n'est pas pour la remporter. C'est-à-dire, si on va aux Jeux Olympiques, ce n'est pas pour remporter. Il aurait dû prendre des risques, à ce moment-là, commencer à battre une équipe, parce que la prochaine CAN, on attend mieux que la demi-finale. Donc pour vous, le timing de renouvellement... Oui, bon, c'est pour ça que je dis, il n'est jamais trop tard. Maintenant, les coachs vous disent souvent, lorsqu'on n'a pas fait une bonne préparation, il y a des exercices à intégrer. Je pense que le coach Hugo Bossoké, qui a côté de moi, maîtrise mieux cette technique. C'est pas un entraîneur. L'aspirant coach Hugo Bossoké. Donc, ils ont des thèmes techniques, des préparations intégrées. Peut-être le président a mis le thème technique que moi. Donc, c'est pour ça que je dis, il n'est jamais trop tard. Et c'est en cela que j'ai eu une très grande satisfaction de voir que ce soit au goal, que ce soit sur les couloirs,
que ce soit sur le plan de la défense même. Vous avez vu qu'on a repositionné, même si on attend que véritablement celles qui sont habituées de ces postes-là viennent. Donc, on a vu beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'espérer et de se projeter sur le long terme. Donc, à ce moment, je peux plaider qu'on donne le temps à Djemfa d'imprimer sa marque. Parce que là, il commence à imprimer sa marque. Avant, il travaillait encore sous l'ombre. Il travaillait sous l'ombre. Maintenant, il commence à imprimer la marque Djemfa. Donc, on lui donne le temps, comme ça a été le cas pour ses prédécesseurs, de travailler et de nous montrer qu'il peut apporter quelque chose de plus que ce qu'on a déjà vu au football féminin camerounais. Alors, Hugo Bossequin, vous avez regardé ce match tout comme nous, et on a vu que l'équipe de Côte d'Ivoire a pris les choses en main à Yaoundé, ce qui n'a pas beaucoup plu au public quand on sait qu'on joue à la maison. La stratégie mise en place par Alain Djemfa, on regarde le résultat, ça a marché, mais est-ce qu'on n'a pas joué un peu avec le feu sur cette rencontre face à la Côte d'Ivoire? Et on se souvient que dans les tours précédents, on s'est toujours qualifié dans les dernières minutes, comme Pinon l'a dit. C'est limite quand même, Bon, en termes de résultat final. bon, d'abord, il n'y a pas un temps pour avoir le résultat. On peut avoir le résultat à la première minute, on peut avoir le résultat à la 94e minute. La 94e minute, c'est quand même réglementaire. Vous ne donnez pas cette impression que marquer un but à la 94e minute, c'est interdit. C'est un peu ce que vous voulez un peu nous laisser croire. Non. Et en plus, vous savez, ce match particulièrement, lorsque je suis souvent surpris que lorsqu'on a souvent, d'ailleurs, Sylvain Kouambi et toi-même, Marc Chouamou, nous sommes dans un forum là où nous avons souvent l'habitude de souvent débattre sur ce cas où je suis souvent pris en ténor, parfois ici, je me retrouve pratiquement seul à le défendre. Vous êtes l'homme du coach? Je suis attaché comme être l'homme du coach. Pourtant, c'est pas mon camarade de classe. Revenons sur le match et la façon. Pour ce match, par exemple, Hugo certainement été surpris de la position. De quelle position? De ce que je venais de dire. Non, j'ai constaté que votre position a évolué. Vous êtes devenu un peu médian. Non, et je comprends. il est resté sur le match. Non, il est resté sur le match. Je constate qu'il est devenu un peu médian depuis un moment. Il est plus extrémiste. Il est plus extrémiste. Non, je ne suis pas devenu médian. C'est-à-dire, je reste logique avec moi-même. Oui. Je vous prends un exemple. Lorsque Djemfa, avant d'aller à la Coupe du Monde, quand il prend les rênes de l'équipe, il fait une déclaration selon laquelle il ne prendra aucune joueuse qui n'a pas de club. Et lorsqu'il convoque Ngana Mouit, il n'est pas logique avec lui. Je le reprends simplement sur ses propos. Pour ce cas, je vais vous donner une réponse par rapport à ça. Allons-y, revenons sur le match contre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes. Pour revenir sur le match, malheureusement, j'ai dit bien qu'on a souvent tendance toujours à juger le travail de Djemfa uniquement sur les 90 minutes. On oublie toujours que son match commence parfois après, lorsque l'autre match est fini. Je vais prendre le cliché par exemple. Le match de samedi s'achève. Mais les gens ne savent pas que pendant que le match de 0-0 s'achève, les gens ne savent pas que la Côte d'Ivoire avait déjà commencé le match retour. La Côte d'Ivoire, qui vient de finir le match avec nous à Abidjan, prend déjà le vol et est déjà à Yaoundé avant nous. Et pendant que la Côte d'Ivoire est à Yaoundé avant nous, nous sommes à cause du manque d'anticipation de nos dirigeants. L'équipe est encore à Abidjan. Ça a été fait et la Côte d'Ivoire est à une journée de récupération par rapport au Cameroun. Et le Cameroun arrive dimanche dans la nuit. Ça dit que le Cameroun il y a plus de 24 heures en termes de retard sur le. Quand elles étaient en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elles ne se sont pas entraînées? Non, elles ont fait un déclassage. Mais toutefois, ils ont fait un déclassage. Mais ce déclassage oui, bien sûr, à partir du moment où la Côte d'Ivoire arrive avant nous, elle a plus de récupération. Puisque le voyage a été fait. Et le voyage, ça me fait temps. Et maintenant, lorsqu'on se met à dire, lorsqu'on critique, lorsqu'on fait l'analyse, on se met à dire que la Côte d'Ivoire nous a bouffé physiquement. On oublie ce détail que ces Ivoiriennes avaient plus de fraîcheur physique parce qu'elles avaient 36 heures de récupération par rapport au fait du Raïssa. On oublie. Ce sont les détails souvent parfois qu'on oublie lorsqu'on veut souvent critiquer souvent le travail d'Alain Djemfa. Donc voilà Tout autre coach. Ou autre coach. Donc voilà le premier détail. En plus, et lorsqu'on vient jouer, le scénario qui s'est passé, vous savez... Puisqu'on a limogé Libi Thomas pour insuffisance de résultats, on oublie qu'on n'a pas donné le temps de préparation à cette équipe. Hugo, restons sur le match. Lorsqu'on est sur le match, le coach Djemfa a préparé 4 scénarios. Il a préparé un scénario où, à la mi-temps, les Ivoiriens pouvaient nous contraindre à un score vierge. Ça, il avait prévu des réajustements tactiques pour ça, pour la seconde mi-temps. Il a prévu ce scénario aussi qu'on a vécu là. Ce scénario était prévu. Interroger les joueuses par joueuses. Et exactement tel que ça s'est passé, en fonction de l'égalisation. Tout ce qui s'est passé était prévu. Il a même prévu le scénario catastrophe au cas où la Côte d'Ivoire nous met un but avant la 5e minute. C'était prévu. Ça allait être laborieux, mais il fallait éviter ça. C'est là que vous avez remarqué,
comme il savait que la Côte d'Ivoire avait tellement faim, et il a vu les images du match Nigeria-Côte d'Ivoire, puisque c'était le même scénario qui se répétait, il a donc tout fait pour éviter l'ouverture active du score à sa défaveur. Donc, si vous avez remarqué, puisqu'il savait que sur le plan physique, ces joueurs n'avaient pas assez de coffre, des réserves sur le plan de l'énergie. Donc, il les a d'abord demandé de contenir d'abord, de faire savoir de subir, afin que le doute s'installe chez les joueurs ivoiriens. Cette première mission a été réussie. Lorsqu'il ouvre la barre, parce que je vous rappelle qu'il ouvre la barre à un moment où il fait son unique attaque rapide, grâce à la seule attaque qui a donné, et le seul tir cadré. Donc, ouais, sur le plan de l'efficacité, il est à 100% à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore les contenir. La Côte d'Ivoire, la malchance de Clémentine Touré, c'est la malchance qu'elle a eue, c'est qu'elle a égalisé tout. Parce que moi, lorsqu'elle a égalisé tout, moi, je demandais aux personnes avec qui j'étais au stade, moi, j'étais rassuré. Parce que c'est mieux d'égaliser pour une équipe qui cherche le résultat. C'est mieux qu'on égalise à la 47e minute et qu'on a le temps de marquer assez tôt. Mais par contre, si elles égalisaient à la 85e minute, ça allait être compliqué. Et c'est le scénario que Alain Diouf refusait. Et lorsqu'elles ont eu cette égalisation rapide, alors là, je peux vous rassurer, lui, il avait prévu ce qui s'est passé, sa fameuse 70e minute. Donc il n'avait pas prévu que la Côte d'Ivoire puisse marquer 2-3 buts. Non, c'était impossible, puisque déjà, c'était impossible, puisque tout était travaillé. On sent vraiment que vous avez... Tout était travaillé chez Alain Diouf d'éviter ce deuxième but. Au laboratoire avec Alain Diouf à ce match. C'est pas ce que j'ai dit. Tout était travaillé pour éviter ce deuxième but, puisque lorsqu'il encaisse ce deuxième but, il fait des réajustements que beaucoup n'ont pas vu au stade. Peut-être ils ont vu le match. Parce que lorsqu'on vient en match... Là, comme Méto, personne n'a vu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Maintenant, lorsqu'il constate que le schéma logistique préférentiel de la Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus avec Jessica Abi à droite, qui a donné du grand amour à Bengono, qui a gagné tous ses duels. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc demandé à Esther Johnson, défenseur central, de venir en dehors de son groupe de défenseur central, de venir renforcer de temps en temps Bengono. Parce qu'à un moment donné, il a fait entrer Djolé à la place de Bengono, et il a demandé à Ndjana d'aller de ce côté, et de demander à Johnson, qui est très forte dans les situations de barrage, parce que c'est l'une des rares joueuses de cette équipe qui est forte en situation de barrage, parce qu'elle bat de manière inclinée, contrairement à beaucoup de ces jeunes consoeurs. Maintenant, et lorsqu'il a fait cela, il a fait encore un deuxième réajustement, lorsqu'il a fait entrer Akaba. En faisant entrer Akaba, c'était un autre signal, un autre code, parce que tout était prévu. Lorsqu'il a fait entrer Akaba, il passait maintenant une attaque à 4 personnes. Il a réduit sa zone médiane, avec ces trois joueuses qui animaient le milieu de terrain, et il a demandé à Kaba de jouer beaucoup plus en attaque et renforcer son secteur offensif. Et c'est cela que, si vous avez remarqué, à partir de la 70e minute, les Ivoiriens qui étaient embarrassés entre soit mettre un deuxième but fatal pour se couvrir, pour avoir la couverture, ou bien défendre, elles étaient obligées de reculer à ce moment précis. Et si vous avez remarqué ça, à partir de la 70e minute, en 13 minutes, la Côte d'Ivoire a concédé 5 fautes. Pourtant, durant la deuxième mi-temps, elles ne concédaient pas de fautes. Elles ont concédé 5 fautes en 13 minutes, jusque dans le pénalty, et le coup franc qui a suscité le but refusé d'Adjara était la 4e et la 5e faute. Avant ça, ils ont commis d'autres fautes qu'elles ne commettaient pas, parce que la seconde mi-temps, au moment après l'égalisation, elles ne commettaient aucune faute, elles ne trichaient pas. Et c'est l'entrée d'Akaba et le repositionnement de ces attaquants. Plus, il a aussi fait reculer Méon, qui avait un peu la charge de jouer les dépositaires du jeu. Il a donné un double rôle à Méon pour soutenir Adjara dans la récupération. C'est-à-dire qu'avec Méon, l'avantage qu'il a avec Méon dans la récupération, c'est qu'une récupération de Méon peut se transformer en passe décisive en même temps. C'est-à-dire que pendant qu'elle récupère, la preuve en est que c'est elle qui fait les 2 passes les plus dangereuses, même avant le but. Avant le but, rappelez-vous de cette passe qu'elle fait au milieu de terrain, une passe de 25 mètres qu'elle donne à Aboudji, où Aboudji a failli provoquer un pénalty qui a été malheureusement refusé. Et ensuite, c'est elle qui donne cette passe de l'extérieur, toujours à la même Aboudji, qui provoque le pénalty. C'est pour vous dire à quel point... Non, à vous entendre, c'est une illusion de croire que la Côte d'Ivoire nous a dominés sur cette rencontre. Vous savez, dans un match, il y a les temps forts et les temps faibles. Même le FC Barcelone qui a souvent 72% de possession a ses temps faibles. Donc, dans ce match, globalement, on a la domination. On a le sentiment que la Côte d'Ivoire domine. Mais sauf que c'était une domination déjà attendue.
C'est très important, parce que c'est là où il y a le discours. Le discours du coach est très important. Le coach a donné ce discours à ces joueurs que sachez que vous serez dominé tel moment, à telle période. Et le moment de domination était étendu et c'était accepté. Lorsque le cerveau reçoit déjà ça avant, est préparé à ça. Je vous assure, les gens se peuvent faire. Alain Dieuf a réussi son coup tactique. Mais il a réussi. C'est un match, c'est le genre de match que même les académies comme la Clairefontaine, on est capable de prendre ce match pour étudier cela à tous les entraîneurs, aux aspirants entraîneurs. Je vous assure. C'est bien. C'est un match. Cette vidéo est recherchée depuis hier. Cette vidéo, je vous assure. Alain Dieuf, c'est le coach le plus tactique des équipes nationales que je n'ai pas vu depuis 10 ans dans ce pays. Et justement, lorsqu'il a souligné, parce que même en Coupe du Monde, ce qu'il a fait en Coupe du Monde démontre à quel point il est tactique. Parce que vous avez une équipe où les joueurs jouent à peine 30 matchs. Jouent contre des joueurs qui ont joué 100 matchs durant la saison, mais réussi à vous faire ces résultats. Par exemple, le 1-0. Le 1-0 contre le Canada, est-ce que vous savez que c'est une victoire? Hugo, 1-0 contre le Canada. Hugo, la défaite de 1-0. On reste sur le match. On reste sur le match d'hier. Parce que si on vous écoute là, je sens que l'émission va finir. Aujourd'hui. Alors, président Nobert, vous avez regardé ce match comme un spectateur, un supporter des Lions indomptables du Cameroun. Vous aussi, vous retenez que des résultats ou bien vous avez apprécié beaucoup de choses dans cette rencontre? Oui, j'ai apprécié un certain nombre de choses. Je vais commencer d'abord par le rajeunissement de notre équipe nationale. Ça, c'est une bonne chose. Et je pense que ce rajeunissement-là traduit aussi la volonté, je dirais même l'émancipation de M. Dieuf. Et il faut qu'il continue comme ça. Parce que un coach doit prendre ses responsabilités. Un coach doit s'imposer. Un coach doit mettre en place ses idées. Soit ça passe, soit il met avec. Mais je pense que, heureusement pour nous, depuis qu'il est en train d'apporter ces changements, ça lui porte plutôt bonheur. On ne peut que lui souhaiter bon vent là-dessus. Et puis, s'agissant même du match à proprement parler, je voudrais dire que c'est bien, on s'est qualifié, mais il ne faut pas dormir. Parce que le prochain match, c'est en janvier, c'est pas loin. Il faut travailler pour pouvoir passer ce dernier cap. D'autant plus que nous allons jouer le match de tour à l'extérieur. Il faut travailler. Troisième observation, c'est l'organisation. Vous savez, tout repose d'abord sur l'organisation. Tout à l'heure, on a évoqué le cas où, après le match d'Abidjan, les Ivoiriens arrivent chez nous les premières. Et nous, on a eu un retard qui a failli nous être fatal parce que le temps de récupération avait été biaisé. C'est le moment donc de rappeler. C'est une interpellation à la FECAFOOT qui n'a pas fait sa part de boulot, qui aurait pu être préjudiciable à l'entraîneur. Et je suis également d'accord. Si on veut revenir sur l'organisation, Marc, on pourra faire même 3 émissions qu'on n'aura pas fini de parler de cette organisation. Je suis d'accord, mettre cette équipe dans des conditions idoines pour nous ramener cette qualification pour les Jeux Olympiques qui nous échappe depuis 2012, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr, puisque ce qu'on oublie aussi, c'est que Alain Dieuf, lorsqu'il travaille avec cette équipe, il ne bénéficie jamais du même nombre de stages que ses adversaires. On tient compte de ça. Lorsqu'il est éliminé, c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, mais il y a des coachs qui ont été éliminés. Effectivement, il y a des coachs qui ont été éliminés. Vous avez bien fait de prendre le cas de Nongachu. Il y a 4 ans, nous avons été éliminés. Il y a 4 ans, nous avons été éliminés dans les mêmes conditions. Donc, si un coach a réussi à nous remettre dans le top 2 africain, parce que grâce à cette qualification, nous entrons dans le top 2 africain. Pourtant, grâce à la guerre Cameroun. Chaque tournoi est un baromètre. La guerre Cameroun, selon la guerre Cameroun, nous sommes 3e. Maintenant, grâce à ce tournoi, il y a un classement. Il y a un classement, je dis bien qu'il y a un classement. Tous les meilleurs équipes africaines ont participé à cette campagne éliminatoire. Et maintenant, grâce à ce tournoi, ce tournoi est la dernière référence et elle va faire office d'un baromètre. Et ce baromètre nous place dans le top 2. Hugo, donc nous sommes quittés le top 2. Hugo, en reprécisant quand même les choses. Il y a un classement CAF. Je n'ai pas dit le contraire. Il y a un classement CAF qui sort au fil des mois. Sinon, chez les dames, c'est chaque 3 mois au fil des performances. La FIFA va nous sortir le nouveau classement et on verra la position du Cameroun. Mais vous êtes d'accord aussi que lorsqu'Ali avait pris cette équipe, on a chuté avant de remonter. Mais bien sûr, mais si on remonte, il faut aussi le souligner. Il faut souligner qu'on remonte. On n'a pas su le conseil, on attend juste le classement pour voir réellement qu'on
qu'on a grimpé. Je vous rappelle qu'en battant, en éliminant la Côte d'Ivoire, on élimine l'équipe qui a éliminé le numéro 1 d'Afrique. Hugo, on n'est pas dans... On a remporté la Coupe d'Afrique, mais on n'a pas été... Notre position n'a pas autant changé que ça. Juste pour dire que nous ne sommes pas... On ne va pas lire dans les enveloppes en attendant le classement lorsqu'il va sortir. Et puis on verra, comme on avait précisé qu'on avait perdu des places sous Alain Djemfa, on fera aussi la précision qu'on a gagné des places sous Alain Djemfa. Attendons le prochain classement. Vraiment, oui. en un mot, Rapidement, on va parler des Lions. Et j'insiste. Vous allez même parler des autres aussi. J'insiste là-dessus. On doit apprendre à valoriser les Camerounais. C'est très important. Quand je parle, ce n'est pas de toi que je parle. Ce n'est pas des gens qui sont ici sur le plan. Les gens qui sont chargés du football, est-ce qu'ils savent même ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce qu'ils savent même ce qui est important? Est-ce qu'ils comprennent même de quoi il s'agit? Ils sont juste friands des... C'est des petites choses très simples. Vous avez donc une équipe qui est à la portée des Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez ce que c'est que les Jeux Olympiques? L'image, est-ce que les gens comprennent de quoi il s'agit? Moi, je crois. Là, maintenant, vous dites, le match se joue en janvier, en aller-retour et tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui est prévu d'ici? Qu'est-ce qui est prévu d'ici janvier? On va vous dire qu'on va rencontrer la Zambie. Mais c'est la Zambie. Vous savez que cette équipe de Zambie nous a mis en difficulté tous ces derniers temps. Peut-être qu'on s'en sort souvent, mais ce n'est pas une équipe qu'on joue facile. Mais comment on fait donc pour préparer ça? Rigobert, peut-être qu'on en parle tout à l'heure. Il est tombé. Comment on fait pour que Libye Thomas, on en parlait tout à l'heure. Comment on fait pour qu'il ait un Coupe du Monde dans les conditions là? Donc moi, je crois que j'ai l'impression que ceux qui sont là, chargés d'organiser toutes ces choses, soit ils ne comprennent pas, soit ils ont d'autres choses à faire. Ils sont très occupés. S'ils sont très occupés, qu'ils recrutent. Si ceux qui ne savent pas ce qu'il y a à faire, ils prennent les gens qui savent. Parce que vous savez, Président Nya, vous n'êtes pas entraîneur de Faux-Basu, non? Vous n'êtes pas entraîneur de Edouard Meki. Vous n'êtes pas... Pourquoi? Mais vous auriez pu dire que moi, c'est mon équipe, je prends... Vous appelez l'entraîneur parce que vous savez que vous avez des idées, vous avez des envies, mais c'est l'entraîneur qui est le mieux à même, dans le cadre de l'entraînement, de faire le travail. Donc moi, je crois qu'il faut que, même si les gens de l'Afrique Foot ne savent pas de quoi il s'agit, même s'ils veulent jouer au jeu de hasard et tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils recrutent des gars qui réfléchissent à ça, qui anticipent, qui permettent que l'équipe du Cameroun soit, les équipes du Cameroun soient des équipes qui sont plus au sérieux dans le monde. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Et je tenais à faire la précision. Est-ce que c'est normal que les Ivoiriens arrivent ici? À Yaoundé avant les Camerounais. Et je tenais à faire la précision que le déplacement en Zambie n'est pas du tout évident. Voilà. C'est une zone où on joue en hauteur, on joue en altitude, et l'air, elle n'est pas facile à... Il y a manque d'oxygène. Et je me souviens justement de cette CAN en Namibie. Tout à fait. Grâce à l'ancienne équipe, on avait réussi à avoir un stage en Zambie. Tout à fait. Si on n'a pas eu ce stage, je ne suis pas sûr que les Lions seraient allés à la Coupe du Monde de 2015. Il faudra aller en Zambie très tôt pour dans des pays qui ont le même type de... limitrophes à la Zambie. On parle des Lions actuellement, avant de prendre le troisième et dernier thème, on parle des Lions rapidement. Un stade où finit sans marquer au moins un but. En conférence d'après-match, Tony Conchachao nous a répondu. On écoute. Avec des principes du jeu. Là, en ce moment, on est en train de construire une équipe. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient là par le passé. Et là, on est en train de construire une nouvelle équipe. Avec des principes du jeu bien définis. Et pour cela, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on se connaisse, qu'on s'entraîne. Et pour la préparation du match, malheureusement, on n'a pas pu s'entraîner tous ensemble. Il y a des joueurs qui sont arrivés vraiment très tard pour la préparation de ce match. D'autres qui sont arrivés même hier pour la préparation de ce match. Quand on écoute Tony Conchachao, quand même Sylvain Kwambi, on a l'impression qu'on parle de Djemfa aussi. Il parle de renouvellement, il est en train de rebâtir une équipe dont ce 0-0, on ne doit pas être sévère avec lui quand on écoute ses propos. Est-ce que vous pouvez lui accorder cette clémence-là sur ses débuts qui sont difficiles et surtout à Yaoundé où il a raté le coach? Oui. Parce qu'il parle de reformer une équipe même s'il y avait des anciens. Oui, honnêtement, pour ce match, il y a beaucoup et qu'il y a des joueurs qui sont arrivés la veille du match. Non, j'ai dit, pour ce match particulièrement, il y a beaucoup de circonstances atténuantes qui doivent être accordées au coach. On parlait tout à l'heure de l'organisation. Il a eu ses joueurs, certains sont arrivés pratiquement le jour du match.
Donc c'est très difficile pour un coach à ce moment-là de véritablement faire une mise en place pour permettre à ces joueurs d'avoir une certaine cohésion. Maintenant, sur le plan de l'organisation, vous savez que les Lions ne se sont presque pas entraînés parce que on réussit quand même l'exploit de programmer 2 matchs sur une pelouse en moins de 24 heures. Et vous savez que la pelouse a un temps de récupération après un match pour pouvoir être à même de produire le résultat qu'un joueur veut pour le second match. Donc, la pelouse, on a bien vu que la pelouse a fait de faux. Et si vous regardez, les ballons rebondissaient un peu, simplement parce que la Côte d'Ivoire s'est entraînée sur ce stade, les Lions se sont entraînés sur ce stade, les Lions eux-mêmes se sont entraînés, même si à un moment ils ont été chassés parce que le commissaire du match des Lions est arrivé et a surpris les Lions sur le stade et ça a failli créer un incident. Après, c'est le Cap-Vert qui s'est entraîné sur ce stade. Les Lions ont joué sur ce stade pendant 90 minutes et plus. Donc, tout cela, la pelouse n'a pas eu le temps de véritablement récupérer. Et eux-mêmes, les Lions, n'ont pas eu le temps d'avoir une certaine sérénité dans la préparation, au-delà des arrivées tardives. Donc, pour ce match particulièrement, c'est vrai, il y a eu beaucoup de déceptions par rapport au jeu produit, mais il y a des éléments qui justifient ce jeu qui n'était pas... raté-là. Voilà, ce raté-là. Maintenant, il faut dire qu'il y a quand même quelques satisfactions. Zambo Anguissa qui a quand même donné satisfaction. Je ne voudrais pas parler du gardien. C'est pratiquement... Il n'y a rien à dire. Il n'a pas été aussi inquiété quand même. Oui, mais vous savez, c'est très dangereux quand dans un match, le gardien ne subit pas beaucoup parce qu'à ce moment, il peut être déconcentré et un coup fatal. Donc, quand un gardien réussit à rester concentré de la première à la dernière minute, même s'il n'est pas trop sollicité, il faut lui tirer un coup de chapeau. Donc, il y a quand même eu quelques satisfactions. Maintenant, attendons de voir ce qu'il va nous produire parce que je crois qu'ils auront un peu plus de temps parce que je crois qu'ils doivent déjà être partis. Non, ils sont encore à Douala, ils se préparent à Douala avant de partir. Ils partent vendredi. Ils sont encore à Douala. Bon, vous avez vu un peu les conditions dans lesquelles ils se retrouvent à Douala. Il n'y a pas de stade. Il a fallu beaucoup de négociations pour qu'on leur donne finalement l'annexe qui est déjà après. L'annexe de Bépanda. Voilà. Donc, vraiment, la FECAFOOT devrait revoir son organisation autour de cette équipe nationale. Et vous ne pouvez pas battre une équipe nationale quand il y a autant de critiques sur des choses dont on peut anticiper. À ce jour, on parle encore du problème d'équipementier. À ce jour, on parle encore des problèmes de primes. À ce jour, on parle encore de ci, de ça. Vraiment, il y a des choses sur lesquelles la FECAFOOT peut épargner ces Lions-là pour qu'ils aient le minimum de sérénité au moment où ils préparent des rencontres. Alors, puis non, quand on regarde ces aléas, est-ce qu'on peut être indulgent envers la prestation des hommes de Tony Conchechao hier? Bon, Marc, je sais que les téléspectateurs, ils savent comment je fonctionne. Avant de recruter un coach, je dis ne prenez pas les étrangers parce qu'ils vont nous escroquer. Prenez un Camerounais. C'est comme ça que je fonctionne toujours. Mais quand les gens qui décident ont décidé de prendre un coach, quelle que soit sa nationalité, je dis laissez-le d'abord travailler. Et je ne peux pas changer. Parce que j'estime qu'un entraîneur ne peut pas montrer tout ce dont il est capable en un match. D'ailleurs, je crois qu'ils ont voulu commettre une erreur hier. Parce que je me rappelle, peut-être que je n'ai pas bien suivi le match. J'étais à Douala, je l'ai suivi donc à la télé. Mais j'ai eu l'impression qu'ils ont fait jouer 5 attaquants. Oui, à un moment du match. Quand ils font jouer 5 attaquants, ça veut dire qu'ils ont la pression du résultat. Dès que vous avez la pression, moi j'ai dit ne peut pas. Ce match a servi de préparation pour la CAN. Je crois qu'ils auraient pu réagir autrement. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour moi, ils auraient pu se comporter autrement. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire? On veut bâtir une équipe qui est comment? Qui fonctionne comment? Avec quel type de schéma? C'est de ça qu'il était question. Je crois que c'est ça que l'entraîneur doit privilégier maintenant. Bon, mais je le redis, un entraîneur qui arrive, qui est à son 2e match, je ne le jette pas à la poubelle parce qu'il a fait match nul, même si c'est un Fandena. Et dans les conditions qu'on sait, en plus,
C'est-à-dire une équipe qui, il le dit, une équipe qui ne sait pas entraîner. C'est-à-dire qu'il n'a même pas, je crois qu'il n'a même pas eu le temps de passer le message. On m'a dit que Aboubakar serait venu. Il est arrivé mardi soir. Mais parce que c'est Aboubakar, on doit quand même faire quelque chose pour qu'il joue. Ben on fait comment dans ces conditions? Je crois que Rigobert Song aussi, il a eu les mêmes problèmes. Donc, problème d'effectifs et tout et tout. Je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que je leur ai dit. Et on va croire que j'ai un problème avec la fédération. D'ailleurs, nous sommes dans un groupe où vous avez remarqué qu'il y a un ancien consultant devenu président de club qui a l'impression que je m'intéresse plus aux questions d'administration ou de droit qu'aux questions de comment les gens jouent. Et moi, j'estime que le problème actuellement dans notre football, ce n'est pas comment les gens jouent. Le problème, c'est comment on fait pour que les gens viennent jouer. Il faut bien savoir que c'est le même débat. Hein. Comment vous faites pour que les enfants viennent jouer? Comment vous faites pour que Alain Diemfa aille jouer en Zambie dans deux? C'est-à-dire que quand on va arriver, on va dire il a perdu le match. Mais moi, je vous dis comment est-ce qu'il a préparé le match? Est-ce qu'il a voyagé à temps? Est-ce qu'il s'est acclimaté? Et je crois que nous sommes dans une situation où les gens ne font pas ces choses-là, de telle sorte que le résultat ne soit pas le reflet de ce que nous avons préparé ou pas. C'est en fait cela. Et c'est pour ça donc que je dis que ce n'est pas normal que les Lions arrivent au stade, Omnisport de Yaoundé, et qu'on leur dise qu'ils ne peuvent pas s'entraîner. Parce que celui qui a programmé cette séance d'entraînement aurait dû anticiper. Il y a le stade militaire qui aurait... Il y a quel problème là-bas? On aurait pu, si on savait qu'il y a un problème avec le stade Omnisport, ceux qui gèrent ça, vraiment, est-ce que c'est on aussi... les a programmés à l'annexe 1, ils ont dit que la pelouse n'est plus de bonne qualité à l'annexe 1 et qu'ils devaient s'entraîner. Ils n'ont pas choisi. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui doivent... Est-ce que c'est au Lyon de venir dire la pelouse n'est pas... Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Je dis qu'il y a des gens qui travaillent autour de l'équipe qui doivent faire ces choses-là. Quand c'est ça, lui, il travaille quoi? Normalement, au membre, lui, il travaille quoi? Songo fait quoi? Donc, je crois quand ils arrivent, et on leur dit, il y a une situation, les Lions vont jouer au Stade Omnisport demain à telle heure, et voici les contraintes. Après, Pinon, c'est pas hier qu'on sait qu'il y avait match. Justement, c'est un match qui est programmé. C'est ce que je suis en train de dire. On a autour de cette équipe les managers généraux, les responsables, les agents de liaison. Les agents de liaison et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils auraient dû... Avant que les Lions arrivent, il y a toute une organisation qui doit déjà s'être mise en place. Vous savez quand un président veut parler. Je voulais dire que déjà c'était pas sérieux que nos joueurs arrivent, pour certains, le jour du match. Ça prouve encore une fois de plus qu'il y a un problème d'organisation qui persiste. Et il y a aussi quelque part le problème de respect de la réglementation. Parce que je crois savoir que les joueurs professionnels, lorsqu'ils sont sollicités par leurs équipes nationales, ils doivent être libérés au moins 3 jours avant le match. Oui. Donc il n'y a pas de raison que nos gars arrivent plutôt le jour du match. J'ai même cru savoir que l'entraîneur avait 9 joueurs à sa disposition la veille. La première séance de lundi avec 9 joueurs. Oui, donc s'il a pu même tirer un match nul, ce qui s'est même beaucoup battu, il faudrait tout simplement qu'on essaie de voir dans quelle mesure est-ce qu'à l'avenir, on peut organiser mieux les choses pour que d'abord nos joueurs soient à disposition de l'entraîneur, qu'il puisse faire un travail conséquent, et à ce moment-là, on pourra le juger valablement. Parce que comme lui-même il le disait tantôt, à un moment donné, il a fait jouer 5 attaquants. Je ne suis même pas sûr que c'est dans son plan de jeu ou dans son style. Il s'est dit, il faut absolument gagner pour que le public soit content. Bon, on ne gagne pas, on ne marque pas les buts dans la précipitation. C'est généralement dans l'élaboration du jeu. Donc vraiment, de grâce, il faut qu'on essaie de voir encore notre système organisationnel pour permettre à nos équipes de mieux s'exprimer. On va aller à la régie pour écouter cette fois Eric Maxime Choupo-Moting, le capitaine des Lions Indomptables du Cameroun, qui lui a immédiatement volé au secours de son entraîneur lorsqu'on a posé la question sur les raisons de ce raté à domicile. La position, oui, mais bon, après il y avait des choses positives, des choses négatives dans ce match. Ce qui est sûr pour moi, la préparation n'était pas optimale. On s'est entraîné une fois ensemble. Il y avait des joueurs qui sont arrivés hier soir. Tout ça, ce n'est pas optimal. Je pense qu'on s'est aussi désavantagé avec la pelouse parce qu'elle n'était vraiment pas bien, pas du tout. Et on a beaucoup de joueurs qui sont individuellement, techniquement forts. Et bon,
il y avait beaucoup d'actions où on pouvait faire mieux, mais c'est aussi à cause de la pelouse. Après, bien sûr, je crois à cause des voyages, à cause des circonstances. Oui, beaucoup de joueurs étaient fatigués et on a vu ça. Mais après, il y avait aussi des choses positives. Ouais, je crois que chaque joueur peut faire mieux, mais comme j'ai déjà dit, malheureusement, la préparation n'était pas optimale. Voilà, c'était donc Eric Maxime Choupo-Moting qui est revenu sur le mauvais état de la pelouse que Sylvain a cité tout à l'heure. Alors, Hugo Bossequin, les Lions jouent un match très important pour les Jeux Olympiques à venir, un match importantissime, vous le rappelez. Les Lions jouent un match qui leur a servi de préparation pour la CAN qu'ils doivent accueillir en 2021. Et on retrouve deux matchs importants les uns les autres, au même endroit. Les mêmes stades sont sollicités, alors que le stade de Limbé est ouvert, le stade de Bafoussam est disponible. Comment on réussit cet exploit de programmer, de rassembler tout ce beau monde dans une même ville, dans un même stade, et espérer obtenir des meilleures performances de la part des joueurs et des joueuses? Honnêtement, pour ceux qui peuvent bien répondre à votre question, c'est ceux qui sont du côté de Tinga, ceux qui peuvent savoir pourquoi ils ont fait cette programmation au mépris carrément de la réglementation. Tout ce qu'il faut dire, on peut faire des propositions, oui. On vous demande toujours. On demande toujours. Heure, stade, jour, selon le canevas qu'on vous... Et justement parce que je me rappelle qu'à une période où on n'avait pas assez de stades, oui, on pouvait encore comprendre ce genre de programmation. Mais là où il y a tellement de stades, Kwekon, Limbé et qu'on sort, vraiment, c'est inadmissible de faire ce genre de programmation au point où on se met à compromettre même la victoire de l'équipe nationale Fagnon. Parce que regardez, écoutez, quand vous écoutez Maxime Choupo-Moting, vous écoutez le coach Conceição, justement, ils prennent cela comme prétexte. Et effectivement, lorsqu'on a vu le match, c'est pour ça que nous avons titré dans MySoccer 24 points, comme nous avons titré pour ce match, comme nous avons dit que c'était un grand match amical. Et justement, tout était prêt, tout était réuni, il y avait tous les ingrédients pour faire de ce match officiel un match amical en réalité. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que essayons un peu de revoir un peu l'autologie. C'est en matière d'organisation, parce que il paraît que le Cameroun c'est un pays de football, mais moi j'ai plutôt l'impression que le Cameroun est peut-être un pays du football au niveau de la pratique, mais le Cameroun n'est pas un pays de l'éducation du football. C'est un peu là, il nous faut encore une petite pédagogie à ce niveau-là. Et quand je dis qu'il nous faut une petite pédagogie, c'est tout le monde, même moi. Ouais, dans le management. Même moi-même qui vous parle, je suis concerné lorsque je parle de pédagogie. Nous avons besoin encore d'un petit recyclage. On s'amène un peu les pinceaux à ce moment. Bien sûr. D'accord. Allez, il y a une image qui a été frappante quand même. Vous avez regardé le match à Douala. Nous étions au stade. On ne sait pas si la télévision nationale continue de diffuser ces images-là. Avec la réalisation Thierry Camteau qui va nous présenter cette fin de rencontre. La scène est quand même incroyable. Les supporters ont envahi le stade, escaladé les barrières. Ceci, alors que les stadiers sont impuissants, puisqu'ils ne sont pas en nombre pour pouvoir contenir cette foule. Et tous ces supporters ont pris d'assaut les infrastructures du stade, les goals, les filets. Ils tiraient tout ce qu'ils pouvaient tirer, les chaises. Ils tapaient sur toiture du banc des remplaçants. Ils ont pris d'assaut des caméras de la télévision nationale également. C'était quand même très choquant quand on regarde cela. On se dit que nous qui avons... Je ne veux pas beaucoup parler ici aujourd'hui. Parce qu'on vous a dit que dans cette affaire, il y a des gens qui ne sont même pas d'accord. Ce n'est pas les gens du quartier. Il y a des gens qui sont dans cette affaire-ci et qui ne sont pas d'accord que la CAN dont vous êtes en train de parler ces jours. Ils ont fait ça en 2019, ça a réussi. Ils ont envoyé ça en Égypte. Et ils sont en train de manœuvrer pour que ça se passe ainsi en 2021. J'ai dit, je me rappelle bien, en 2016, cette affaire de stade gratuit va nous conduire dans des choses que personne n'a prévues. Parce que quand vous allez au stade, vous payez votre entrée. Vous n'avez pas le... Celui qui paye l'entrée n'escalade pas pour aller battre, pour aller arracher les filets. Celui que vous avez fait venir par force, il ne sait même pas d'abord pourquoi il est là. Donc quand le match finit, il se demande, mais donc cette affaire même déjà finie, parfois il a pris autre chose, ainsi de suite. Je dis, c'est une affaire de culture. Cette affaire a commencé en 2016. Les gens voulaient aller au stade, payer pour aller voir les matchs des Lions. Ceux qui ont payé pour aller voir des matchs des Lions n'avaient pas de place au stade. C'est ceux qui avaient les billets. On se souvient. Les Lions. C'est ceux qui avaient les billets photocopiés. C'est eux qui étaient prioritaires au stade. Et depuis 2016. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, quand on va voir un banal match,
Je n'ai pas envie de citer les noms des équipes là parce que les gens là vont croire que j'aime pour avec eux. Mais quand vous partez voir Union Tonnerre, il y a quoi là-bas? Les gens payent, non? Oui, oui. Les gens payent l'entrée pour voir Union Tonnerre. Vous allez au stade, tout un match, personne ne tire au goal, personne ne dribble l'autre. Donc on est là comme ça, personne n'applaudit. Mais vous payez. Comment vous faitt pour que les Lions, tout pour moting, au stade, vous ne payez pas? Un Parisien. Vous faites... Bon, parce que j'ai l'impression que les gens veulent un peu le vilipender. Prenons un autre. Celui qui est à Villarreal, Toko Ekambi. Bien joué du mois. Comment vous faites pour que vous ayez Toko Ekambi au stade et vous ne voulez pas payer? Et les gens vous disent que vous ne devez pas payer. Je vous dis qu'il y a des petites choses qu'on insère dans les esprits des gens et qui ne sont pas faciles à enlever. Voilà donc les conséquences. Ça a commencé. Donc moi je dis, il faut reprendre le football en main. C'est ceux qui pensent le football, ceux qui administrent le football. C'est à eux de donner l'impulsion. Il faut qu'on sache que le football, c'est un spectacle. Et dès que vous faites ça, sachez que les sponsors ne vont plus venir demain. Parce que si on a vu à Mondo Vision qu'on agresse les gens au stade, on arrache les banderoles, ainsi de suite, les gens ne vont plus venir mettre leur nom à ça. Donc il y aura une chaîne de conséquences. Et quand on sera aux conséquences, personne ne saura ce qui s'est passé au départ. Donc moi je crois qu'il faut recommencer à filtrer les entrées au stade Omnisport. Ouais. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour aller voir le match, il reste chez lui. Moi, je vous ai dit que je l'ai vu à la télé, j'ai regardé le match à la télé, je ne m'en plains pas. D'accord. Sylvain, en 40 secondes rapidement, parce qu'il y a un gros problème quand même de sécurité dans ce stade. On a vu que les stades étaient pas en nombre pour pouvoir essayer de dissuader ces supporters, ces quelques supporters qui ont fait éruption sur la pelouse Stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et on parle également de la formation. Parce qu'on a vu qu'ils n'ont même pas une stratégie pour contenir les supporters. Effectivement, c'est à ce niveau que je voulais arriver. C'est que je me pose la question de savoir si la FECAFOOT qui organise ces matchs est conséquente de ce que chaque acteur qui intervient... Ce que j'ai eu comme info au stade, c'est que le directeur du stade a demandé un peu plus de stadiers. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez avoir 10 millions de stadiers là. Ils ne réussissent pas à contenir une foule. Parce qu'ils ne sont pas formés. Parce qu'ils ne sont pas formés. C'est à ce niveau que j'étais en train de vouloir arriver. Il faut que la FECAFOOT comprenne que chaque maillon qui entre dans l'organisation d'un match doit savoir ce qu'il faut faire au cas où. Lorsque vous partez dans les grandes compétitions, vous voyez des simulations. Des simulations, autant pour moi, qui se font. C'est-à-dire, on essaye des cas de figure, on essaye de voir comment réagir face à tel système. Souvent, même vous de la presse, vous arrivez, vous n'avez pas de place, mais les gens sont assis à la tribune presse. Et si vous tentez de vous plaindre, on vous prend à partie, je dis vous de la presse. Donc, ça veut dire que la FECAFOOT ne prend rien en compte parce que si les Lions même, qui doivent jouer un match, vous ne parvenez pas à mettre des conditions d'organisation pour qu'ils jouent mieux. Ce n'est pas nous, de la presse ou d'autres, que vous allez prendre en compte. Donc c'est de ça dont il est question. Il faudrait que la FECAFOOT comprenne qu'on est en train d'aller vers une organisation d'une grande compétition. Il faudrait que les gens soient formés. Et la deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est au-delà de ces stadiers qui étaient là, lorsqu'il y a eu débordement, où se trouvaient les forces de l'ordre? Parce qu'on a vu là, c'est comme s'il n'y avait pas de force de l'ordre dans le stade. Et après, justement, ça a dégénéré parce qu'il y avait justement ce problème de formation. Parce qu'au départ, certains qui ont essayé d'entrer venaient peut-être parce qu'ils voulaient à tout prix prendre un maillot, souvenir de Choupo-Moting ou d'un autre joueur. C'est la réaction inadaptée, inappropriée des stadiers qui a créé justement, ça a tourné en dérision et c'est devenu un jeu de dribble, je te suis pour essayer de t'arrêter. Donc du coup, c'est devenu comme une sorte de jeu. Et tous ces enfants, vous avez vu, eux, c'est devenu comme une sorte de plaisir. Vous avez même vu à un moment, les stadions essayer de faire une sorte de barrière. Eux aussi sont venus faire leur part de barrière. Donc vous avez l'impression que pour eux, c'était devenu une sorte de jeu. Et ça rejoint aussi le fait que lorsqu'on n'a peut-être pas, il faudrait qu'il y ait une certaine culture, et là je rejoins Hugo, il faudrait qu'il y ait une certaine culture du sport et du football en particulier, et là où je rejoins également Pinon, il faudrait qu'on fasse savoir aux gens que autant mieux on joue le stade vide que de laisser à chaque fois les gens entrer gratuitement, parce qu'on veut le nombre. D'accord, si on n'est pas préparé à accueillir ce nombre. Allez, on va entrer dans le dernier cadre avec ce dernier thème sur les affaires Astre PWD New Stade de Douala. Le comité technique transitoire a programmé la 7e
retour sur le plateau de questions de sport. Si c'est fait tard, on le sait, c'est difficile. On encourage tous nos techniciens qui sont restés encore très tard dans la nuit pour produire ce programme et tous ceux qui nous regardent, parce que le sport, c'est ce qui nous passionne. Allez, dernier thème ce soir, mais si on a moins d'un quart d'heure pour en parler, avec donc ces affaires-là, New Star, Astre, PWD, qui donne des mots de tête au comité technique transitoire. On a vu que Astre a eu récemment gain de cause au niveau de la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité national olympique et sportif du Cameroun. Astre qui a décidé, malgré qu'elle s'est sentie victime dans cette affaire-là, a décidé de jouer quand même en Elite 2. Elle a été rétablie dans son droit par la CCA, mais n'est toujours pas programmée pour la 7e journée prévue ce week-end en Elite 1. Vous êtes président de club qui évolue en Elite 2, Fauve-Azur. Vous avez le syndicat des clubs d'élite du Cameroun que vous venez nouvellement d'intégrer, vu la montée de votre club. Président Norbert Nia, que pensent les présidents de clubs par rapport à ces différentes affaires et le championnat ne fait qu'avancer sans eux? Bien, merci. Et je dois dire que les avis sont partagés. Et là, la réponse que je vais donner n'engage que moi. D'accord. J'ai failli poser la question s'il était mandaté. Je préfère dire ce que j'ai toujours l'habitude de dire, à savoir que faut respecter la légalité. Il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues et qui fait que, par la CCA, qui fait que New Star et Astre sont appelés à évoluer en Elite 1. Oui. Bon, selon moi, il faut que la FECAFO de presse elle applique tout simplement la décision. Maintenant, ce qui me gêne, c'est qu'il y a encore d'autres éléments, peut-être qui ne sont pas suffisamment mis sur la place de la communication. Tantôt, on nous dit aussi que New Star ne s'est pas affilié. Alors, je me pose la question, comment une équipe qui ne s'est pas affiliée se retrouve dans la programmation? La programmation. Oui, de l'élite tout. Oui. Et sur ce point-là, surtout pour ce qui concerne New Star, moi, je dis, où New Star a eu gain de cause par rapport à ces revendications, on les remet en Ligue 1. Ou alors ils n'ont pas eu gain de cause et qu'ils sont programmés, ils appartiennent à l'élite tout. Auquel cas on doit homologuer les matchs et nous dire si New Star est forfait ou pas. Oui, parce que nous sommes déjà en train d'évoluer à la 5e journée. On va, oui, en élite tout, oui. On programme encore New Star. Mais c'est pas. Alors qu'ils ont déjà été absents 4 fois. Je ne sais pas là où on va. Parce que je vous dis, il faut faire attention avec les décisions juridiques qui ne sont pas appliquées. Vous savez, il y a eu une situation où on s'est retrouvé avec un championnat, entre guillemets, annulé en fin de saison. C'était en Ligue régionale du Centre. Il ne faudrait pas qu'on prospère dans une situation qui va nous conduire à la fin du championnat ou avant même la fin du championnat à l'annulation pure et simple de tout ce qu'on aura fait. Les présidents de clubs souffrent suffisamment. Ils investissent beaucoup dans le football. Il faudrait que vraiment cet été qui dirige actuellement le football, il faudrait qu'ils prennent un peu plus de recul et au besoin, à un moment donné, arrêter le championnat pour prendre les décisions qui s'imposent. Si les deux clubs en question doivent jouer en Elite 1, comme je le pense, qu'ils voient dans quelle mesure est-ce que la décision doit être appliquée et qu'on nous dise ce qui va se passer au niveau de l'élite. Et s'ils estiment que, pour une raison ou pour une autre, ils peuvent appliquer la décision, qu'ils sortent les homologations pour que nous, les clubs, on sache exactement où vous situez. On se situe. D'accord. Si vous n'avez pas de match en retard encore à jouer ou pas. Alors, Pinongba, dans la sortie de Samuel Eto'o, il y a quelques minutes avant cette émission, il parlait justement de ce cas du championnat camerounais où il avait un droit accusateur en la personne de Seydou Momo Dioya sur comment ça se gère actuellement. Il a parlé d'un cas de comment on a pu jouer des compétitions alors que ce n'était pas encore terminé. On est passé à la Super Coupe du Cameroun, alors qu'il y avait encore des affaires pendantes et autres. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour ce comité technique transitoire justement de faire un stop et
et de voir clairement comment faire pour avancer. Parce que là, quand on regarde la programmation, on se dit qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout sans tenir compte des décisions juridictionnelles. Bon, vraiment, très rapidement, sur Samuel Eto'o. Qu'il sache que chaque fois qu'il va aider les gens à venir prendre quelque chose, il sera comptable. Qui ne pense, parce que là, maintenant, il dit, s'il fait mal, je critique. Non, on n'est plus au niveau de la critique. Quand tu amènes les gens, il faut les aider à faire à peu près. Vous pouvez ne pas vous entendre sur un détail, mais quand ça va comme ça va là, on va dire que c'est lui qui les a amenés. Donc quand il va tenter d'amener quelqu'un d'autre, on va lui dire tu as d'abord amené tel. Où en sommes-nous? Donc il faut qu'il un peu comme sur le cas Sidov. Bon, ça c'est autre chose. En fait, je prenais vraiment sur le cas du fonctionnement. J'insiste sur le fonctionnement de la fédération. Depuis toutes les époques qu'on dit là, ça ne va pas très bien là-bas. Maintenant, sur l'affaire de Astre, New Star, PWD. Vous savez, moi je sens souvent les coups. Et dès que je sens, je dis à l'opinion. Et quand je dis, je ne recule jamais. Je dis, j'avais dit ceci. Même si ça tourne mal, je dis toujours, j'avais dit telle chose. Vous savez, il y a quelques sorciers à la fédération là-bas qui sont des jusqu'au-boutistes. Qui sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Vous savez que ces gens-là, ils ont induit Tombi Aroko en erreur. Pendant plus de 2 ans. Vraiment, je ne peux ne pas parler de ça. Ils ont dit à Tombi qu'il y a eu une décision de justice, il n'y aura rien. Vous vous rappelez que maintenant, Tombi Aroko est radié, je ne sais pas si on l'a réhabilité là-bas, mais il est radié de football. Et les mêmes gens sont à Tinga. C'est eux qui disent à Konaté que les gens qu'on réintègre là, ne les réintègre pas, il n'y aura rien. Et moi, je vous dis qu'il y aura quelque chose. Le président n'y est en train de le sentir. Le président, je vous dis qu'il y aura quelque chose. Et le quelque chose là va arriver au moment où vous vous y attendez le moins. Tout ce que vous jouez là, c'est les matchs. Vous allez recommencer ça à 0. Pourquoi? À la 25e journée, donc à quelques journées de la fin de leur truc là, Astre aura l'exéquature. Ils vont faire exécuter ce que vous êtes par force. New Star aura ça, vous allez exécuter ça par force. Et vous savez ce que c'est que quelqu'un qui a déjà joué vous avez déjà fait 24 journées, lui ne jouait pas. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'avez même pas joué du tout. Vous avez fait comment pour que lui joue les 24 journées? Entre-temps, les autres seront en train de faire quoi? Donc moi j'ai dit, comme ils ont arraché le championnat, je n'ai pas de problème avec ça. C'est leur championnat, qu'ils fassent comme ils veulent. Mais s'ils arrachent le championnat, qu'ils tiennent compte du passif de l'ancien championnat. Parce que c'est de ça qu'il est question. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est pas les gens qui sont... Donc un gars n'est pas sorti de Garoua, il dit je m'appelle Étoile Filant, ou bien, bon, laissons Étoile Filant comme ça chauffe trop. Je m'appelle Mbalmayo Club, je viens déjà jouer en élite. Tu as vu Mbalmayo Club là-bas? Non, c'est les équipes qui prétendent, avec des raisons précises, de jouer à tel ou à tel niveau. Mais comment on fait donc? Vous allez faire vous êtes en élite tout. Si maintenant on vous enlève Astre, on vous enlève PWD, on vous enlève New Star, vous jouez comment? Vous jouez selon quel règlement? Puisque votre règlement dit que le championnat se joue à tant de clubs, et sur les tant de clubs, tant de clubs vont descendre. Vous allez faire comment? Si il faut changer ça en cours de saison. Donc, comme vous avez dit, ce que vous avez proposé, en fait, je suis d'accord avec vous qu'il faut marquer un stop. Si c'est que c'est ça le championnat qu'ils sont en train de jouer, il faut marquer un stop. Tirer les conséquences de toutes les décisions de justice qui arrivent, appeler les différents protagonistes pour s'entendre avec eux de telle sorte qu'il n'y ait pas de contestation, qui puissent compromettre ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Mais il se trouve que les gens ou c'est le syndicat ou c'est quoi qu'ils ont là, des clubs là, ils ne sont pas sérieux. Je vous dis qu'un syndicat a vocation à défendre ses membres. Quelle que soit la... D'abord, le principe d'abord c'est défendre. C'est-à-dire que le syndicat c'est quoi s'il ne peut pas défendre? Donc comment vous faites pour que vos membres soient en difficulté comme ça et c'est vous qui semez la zizanie? Parce que c'est le syndicat là qui induit la fédération en erreur actuellement. Mais on a vu des sorties de ces responsables du syndicat contre la personne de New Star. Contre la personne de New Star, dont le président est aussi vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. J'étais en train de chuter. Qui serait lui-même comptable du Kipoko qui a actuellement... S'il te plaît, si tu permets, Marc, je suis en train de... C'est des petites choses... Quand ça va se compliquer, c'est là que vous allez comprendre ce qu'il est en train de dire. Je dis que quand vous êtes un syndicat, votre vocation, c'est défendre vos membres. Et c'est pour ça que j'avais dit que les présidents de clubs n'ont pas à avoir un syndicat. Parce qu'ils ont vocation à s'affronter. Ils n'ont pas vocation à faire à Miami. Je ne sais pas si vous... Parce que là, c'est des clubs contre d'autres clubs. Des clubs contre d'autres. Comment on fait donc pour habiter entre PWD et l'autre? Et je chute sur la question pour que les téléspectateurs sachent bien quelle est ma position. Ma position, c'est que PWD va jouer en Elite 1.
avec ou sans raison. Astre va jouer en Elite One. New Star va jouer en Elite One. Les autres vont se débrouiller. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une résolution de la chambre de recours de la fédération sous la Schlick, oui, qui a dit que le conseil d'administration qui a homologué les résultats, ces résolutions sont nulles. De mon point de vue, juridiquement, ça veut dire que le championnat là était nul, ou du moins devait être homologué par un organe qui n'a pas été mis en place. Donc, dès que le championnat était nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Canon ne montait pas, Bamboutos ne montait pas, Panthère du Dé ne montait pas et personne ne descendait. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, nous sommes dans une configuration où Canon a déjà joué en Elite One. Bamboutos est en train de jouer en Elite One. Panthère du Dé est en train de jouer en Elite One. Vous allez faire comment pour leur dire de rentrer? Non. Donc, nous sommes dans une situation de fait accompli. Mais dans le document de... Ceux qui sont montés sont déjà montés et personne ne va plus. On est presque à la fin, mais dans cette précision de président Schlick, il avait dit que la commission d'homologation de la Ligue avait entériné le championnat, avait validé le championnat, mais que c'était la résolution du conseil d'administration. C'est pour ça que le président demandait tout à l'heure qu'on homologue pour qu'il sache exactement à quel niveau il se situe. Quand la commission d'homologation a validé, ce sont des instances supérieures, autres que le conseil d'administration n'est pas là pour homologuer la saison. Il valide simplement tout ce que, donc une manière de dire, on prend acte. Oui, ça, c'est du droit que vous êtes en train de parler. Ne dites pas qu'on prend acte. Parce que s'ils ne prennent pas acte, ça veut dire que ce n'est pas valable. Je ne sais pas si vous savez ça. Non, c'est que si dans une résolution, ils disent qu'on ne prend pas acte du truc, ça veut dire c'est pour ça que Schlick, dans sa réponse, justement, avait dit le CTT, justement, qui refuse, comme vous le disiez tout à l'heure, de prendre le passif, aurait dû, sur la base de cette décision, s'asseoir avant de lancer le championnat et vider tous les contentieux. Vider les contentieux. Mais ils refusent. Voilà. Donc, ils ont refusé de vider les contentieux. Et en fait, le véritable problème, c'est quoi? C'est que la volonté dans tout cela, ce n'était pas absolument d'organiser le championnat. Il y avait tout un plan derrière. C'est-à-dire, il y a certains à la LFPC qui avaient jugé bon que le général devenait trop gênant. Souvenez-vous, on avait mis de côté l'une de leurs... comment est-ce que je vais dire ça? Complices dans l'organisation d'un certain nombre de choses. Donc, ils se sentaient en difficulté. Et je vais vous dire, on a décrié des choses à la LFPC. On a parlé, par exemple, des affaires d'achat de matchs. Regardez très bien le scénario. Lorsqu'on a touché le complice, regardez bien la situation de ces clubs. Tous ces clubs ont tous été menacés de relégation pendant au moins deux saisons. Quand vous parlez Non, je dis, je ne veux pas citer ceux qui en parlent bien du football et les gens savent de quoi on parle. Dès qu'on a touché leur pion, tac, ça a mis tout le monde en difficulté et vous avez vu comment ces clubs pendant pratiquement 2 saisons ont commencé à voilà. Donc, puisqu'on ne peut pas affronter le général de visu pour ceux qui s'y sont frottés, s'y sont piqués, voilà. Donc, il fallait trouver une passerelle. Or, dans la mascarade, parce que moi je dis c'est une mascarade véritablement qu'on vit dans le football ces derniers temps-ci, de ce que l'Africa Foot organise, je ne sais pas trop où est-ce qu'il voulait aller, il fallait bien des alliances. Et dans ces alliances-là, il y a eu justement cette alliance avec les présidents de clubs, parce qu'on n'avait pas trop compris la mutation de ASEC en CISEC. Justement, ils n'ont pas vocation à être syndicats. Parce qu'aujourd'hui, justement, lorsque vous dites que le syndicat va défendre un de ses membres, New Star en difficulté, le syndicat doit défendre. Mais curieusement, PWD va se plaindre, même s'ils se plaignent de manière injuste, ils seront quand même en train de se plaindre. Enfin, ils n'ont pas demandé à être là, PWD. Voilà, et comme la vocation du syndicat, c'est de défendre, il faut également défendre PWD. Or, vous allez donc défendre qui? Voilà. Donc, ça veut dire que... Dernière question pour sortir. Dernière question donc, pour chuter, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le CTT a raté le coach lorsqu'ils ont refusé le passif de la LFPC. Ça veut simplement dire que l'objectif, en fait, c'était pas le championnat qu'on visait. C'était débarquer le général pour installer un nouveau système d'amis à la LFPC, parce que j'ai suivi, justement, on est dans beaucoup de forums, et j'ai justement suivi un acteur dire, lorsqu'on le reprenait sur la question de comment est-ce qu'il restait 8 mois à quelqu'un, et vous avez accepté qu'on vienne vous duper pour prendre 2 ans. Et la réponse de cet acteur a été que vous verrez ce qui va se passer. Donc ça veut dire qu'il faut absolument vider le contentieux général, et dès qu'on aura résolu le contentieux général, et se rassurer que tout est clean,
alors le deuxième plan va se mettre en place. Tout le monde n'a pas atteint ce objectif dans ce... Oui, malheureusement, c'est attaqué à un morceau Dernière du, question à voilà, Hugo Bosoquin. Est-ce que de cet été est déjà atteint le point de non-retour? Ou bien est-ce qu'il est encore temps de se rattraper dans cette affaire? Je vais vous répondre par une question aussi laconique. Oui, c'est la dernière. C'est qu'il y a des champions qui se sont arrêtés à la 18e journée et on a décrété la saison blanche. Je peux dire par rapport à ce sujet. Maintenant, pour finir, puis c'est ça que je ne vais pas entendre de parole, je tiens à dire ceci. Que la FIFA, pour son dernier rapport pour la Coupe du Monde féminine, la dernière Coupe du Monde féminine qui vient de se dérouler, elle l'a désigné dans son rapport le Cameroun comme la meilleure organisation défensive et la meilleure tactique défensive. Point final. Ça, c'est le rapport des experts de la FIFA. De la FIFA, même comme tu... Je n'ai pas prononcé le nom du monde de John. Tu es quand même C'est moi qui prononce. On est sur la fin. J'ai répondu à votre question. J'ai répondu à votre question, mais je reviens quand même non, sur le nom. chapeau. Non, merci d'être passé. Oui, parce qu'on a vu ce rapport. S'il faut dire quelque chose en 30 secondes, non, on arrive au terme. AS avait obligation de jouer tant que la décision de la CCA n'était pas tombée. Donc, c'est comme si vous faisiez un reproche tout à l'heure à AS d'avoir joué. Non, ils avaient obligation de jouer. Non, ils avaient obligation de jouer. Maintenant qu'ils ont la décision de la CCA, ils ont été programmés en élite, tu vois ce qu'ils doivent jouer. Ils ne doivent plus jouer. Vous savez d'ailleurs que la commission d'homologation de la fédération aurait dit que donc ne devait pas jouer en Ligue 1. Et souvenez-vous, Bamboutos, on a traîné avec la, on a traîné 6 ans avec la décision de Bamboutos. Merci. Et puis on a fini par appliquer. Merci Sylvain d'être passé par ici. Merci à vous, Hugo Bosoquin. Très tard, j'ai apprécié au petit matin. Merci à vous, président Nobert. Merci. Pinon Omga, quant à vous, on se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30. Cette fois-là, il n'y aura pas de veto pour en parler dans la question de sport. Rendez-vous dimanche aussi dans Grand Stade. On aura un invité surprise dans Grand Stade dimanche. Ce sera un président du club. Ce ne sera pas de veto. À la prochaine.